Le soleil était bas sur la vallée de Powder River, teintant les hautes herbes d'un or cuivré lorsque les chasseurs revinrent au campement. Chatan chevauchait en tête sur son Mustang Pie, suivi de 5 autres jeunes guerriers, et tous traînaient derrière eux les carcasses de 2 cerfs. Une belle prise. Les femmes près des feux levèrent la tête, les enfants coururent à leur rencontre avec des cris joyeux, et les anciens hochèrent la tête d'un air approbateur en voyant la viande. Keina était assise à l'entrée du tipi de son père et raccommodait des mocassins, passant un fin tendon à travers les trous percés dans la douce peau de cerf. Elle ne leva pas la tête lorsque les chasseurs entrèrent dans le camp, mais elle sentait parfaitement que plusieurs regards s'étaient aussitôt tournés dans sa direction. C'était habituel, comme le vent du matin venant de la rivière ou l'odeur de fumée du feu, simplement une partie de sa vie. « Keina !» l'appela Chatan en mettant pied à terre. Sa voix résonnait un peu plus fort que nécessaire, et elle savait pourquoi. Il voulait qu'elle lève les yeux et voie avec quelle adresse il glissait de son cheval, quelle assurance il affichait, comment le soleil jouait sur ses larges épaules. « Nous avons pris 2 cerfs. Ce soir, il y aura un festin. » Elle leva les yeux et sourit légèrement, juste assez pour ne pas paraître impolie, mais pas assez pour qu'il puisse l'interpréter comme un encouragement. « C'est bien, Chatan, » dit-elle calmement. « La tribu sera rassasiée. » Il espérait manifestement davantage. Une déception passa sur son visage, mais il se ressaisit rapidement et hocha la tête, se dirigeant vers le centre du camp où les hommes se rassemblaient déjà pour dépecer le gibier. Keina baissa de nouveau les yeux sur ses mocassins. Au cours des 2 dernières lunes, Chatan avait tenté d'attirer son attention au moins une dizaine de fois. Il lui avait apporté une peau de renard, proposé de lui apprendre à mieux tirer à l'arc, raconté de longues histoires sur ses exploits de chasse. C'était un bon chasseur, un guerrier courageux, et beaucoup de jeunes filles de la tribu le regardaient avec intérêt. Mais Keina ne ressentait rien de particulier lorsqu'il apparaissait près d'elle. Cela ne signifiait pas qu'elle était froide ou hautaine, simplement, il lui fallait quelque chose de plus que de simples bras forts et une bonne visée. Elle voulait voir dans les yeux d'un homme quelque chose de vrai, quelque chose de profond, non pas le désir d'impressionner, mais de la sincérité. Le silence entre les mots, qui en dirait plus que les mots eux-mêmes. Elle soupira et tira de nouveau le tendon à travers le cuir, lorsqu'elle remarqua du coin de l'œil un mouvement. Un autre cavalier entrait dans le camp, seul, sans gibier, sur un cheval bai foncé. Notan. Il revenait toujours séparément des autres. Non pas qu'il évitait les gens, simplement, cela lui était égal. Il chassait seul, posait ses pièges là où personne d'autre ne cherchait le gibier, et rapportait sa prise quand il le jugeait bon. Son tipi se dressait un peu à l'écart du centre du camp, plus près de la lisière, là où commençaient les bosquets de peupliers poussant le long de la rivière. Keina le suivit involontairement du regard. Notan mit pied à terre devant sa demeure, sans même jeter un coup d'œil vers le centre du camp, où les hommes avaient déjà commencé à dépecer les cerfs en échangeant de bruyantes plaisanteries. Il retira de son cheval plusieurs paquets de viande séchée, un sac contenant quelques herbes, et disparut à l'intérieur du tipi, sans même se retourner. Jamais, pas une seule fois, pendant tout ce temps, Keina n'avait vu Notan la regarder comme les autres hommes la regardaient. Il ne la regardait pas du tout. Il passait devant elle comme si elle n'existait pas. Et cela, c'était étrange. « À quoi penses-tu, ma fille ?» fit la voix de son père. Onovi s'accroupit près d'elle. Son visage ridé était calme, mais ses yeux pétillaient de curiosité. Keina sourit et secoua la tête. « Ah, rien d'important, père. Je raccommode simplement mes mocassins. »
Onevi suivit son regard en direction du tipi de Notan et grogna d'un air entendu. Notan est un bon chasseur, solitaire mais fiable. Sa parole vaut plus que les paroles d'une dizaine de bavards. Keina fronça les sourcils. Je ne t'ai pas interrogé sur lui. Mais tu le regardais, son père sourit, et des rides apparurent au coin de ses yeux. C'est curieux. D'habitude, c'est toi qu'on regarde, et non l'inverse. Et sentit ses joues se réchauffer légèrement, et se hâta de revenir à ses mocassins. Il est simplement étrange, toujours seul, ne parle jamais à personne. Peut-être n'a-t-il pas besoin de paroles vides. Son père se leva et lui tapota l'épaule. Je vais aider à dépecer le cerf. Et toi, ne t'acharne pas trop sur ces mocassins, ou tu vas te percer le doigt. Lorsqu'il fut parti, Keina leva de nouveau les yeux vers le tipi de Notan. De l'ouverture pour la fumée au sommet s'élevait un mince filet de fumée. Il avait allumé un feu. Sans doute s'apprêtait-il à préparer quelque chose pour lui-même, seul, comme toujours. Le soir, tout le camp se rassembla autour du grand feu. Les hommes faisaient griller la venaison sur des broches, les femmes préparaient des galettes de farine de maïs, les enfants couraient entre les tipis, riaient et jouaient. L'air s'emplit de l'odeur de viande grillée, de fumée et de la fraîcheur de la rivière qui coulait non loin, bruissant sur les pierres. Keina était assise près de son amie Aponi et mangeait lentement un morceau de viande. Écoutant l'ancien Mapia raconter l'histoire d'une chasse au grizzly qui s'était déroulée il y a bien des printemps. Elle avait déjà entendu cette histoire une dizaine de fois, mais la tribu aimait les vieilles légendes, et tous écoutaient avec respect. « As-tu remarqué comment Chatan te regardait aujourd'hui » chuchota Aponi en se penchant plus près. Ses yeux brillaient à la lumière du feu, et un sourire espiègle jouait sur ses lèvres. Il s'est promené toute la journée d'un air suffisant, comme s'il avait attrapé non pas un cerf, mais un bison entier. Keina sourit. Je l'ai remarqué. Et j'ai remarqué comme il a été déçu quand je ne me suis pas précipité vers lui avec des cris d'enthousiasme. Aponi pouffa et se couvrit la bouche de la main pour ne pas rire trop fort. Tu es cruelle, Keina. Toutes les filles rêvent de son attention. Et toi, tu le traites comme un chiot agaçant. C'est parce qu'il se comporte comme un chiot, répondit Keina en haussant les épaules. Il tourne sans cesse autour de moi, essaie de faire impression. C'est épuisant. Alors qui? Aponi se rapprocha encore, sa voix devenant presque conspiratrice. Il doit bien y avoir quelqu'un. Ou comptes-tu vraiment rester seul jusqu'à ta vieillesse, comme la guérisseuse Wichapi? Keina voulut répondre quelque chose de cinglant, mais à cet instant, son regard glissa sur le cercle des gens assis autour du feu et s'arrêta sur une place vide. Presque tous les hommes et femmes de la tribu étaient là. Presque tous. Mais pas Notan. Elle regarda par-dessus son épaule et aperçut au loin, à la lisière du campement, la faible lueur d'un feu près de son tipi. Il était là, seul. Il n'était pas venu au festin commun, n'avait pas voulu partager la joie de la chasse fructueuse avec la tribu. « Homme étrange », murmura Aponi en suivant son regard. Notan est toujours à part, même quand la tribu se rassemble. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout besoin des gens. Keina resta silencieuse, mais quelque chose remua en elle. Pas de l'irritation, non. Plutôt un défi. Tous les hommes de la tribu la regardaient, cherchaient son attention, s'efforçaient de lui plaire. Mais celui-là ne remarquait même pas son existence. Et c'était précisément cela qui l'avait accroché. Peut-être qu'il n'aime simplement pas le bruit, dit Keina doucement. Mais Aponi s'était déjà laissé distraire par un jeune guerrier qui lui avait apporté un morceau de viande grillée
et s'était assis à côté d'elle, avec l'air le plus sérieux. Keina regardait le feu lointain près du tipi de Notan et réfléchissait. Demain. Demain, elle trouverait un prétexte pour l'approcher. Lui parler. Découvrir pourquoi il était si différent de tous les autres. Pourquoi il était le seul à ne pas voir en elle ce que tous voyaient. Ou peut-être voyait-il quelque chose de tout à fait différent. Le feu crépitait. Des étincelles s'envolaient dans le ciel sombre constellé d'étoiles. Et quelque part au loin, on entendait le hurlement d'un coyote. La vallée de Powder River respirait la fraîcheur nocturne. Et Keina sentit pour la première fois depuis bien des jours quelque chose de nouveau s'éveiller en elle. L'anticipation, la curiosité et une légère excitation, presque imperceptible. Le matin arriva avec un brouillard froid qui s'étendait sur la rivière comme un voile blanc. Keina se réveilla plus tôt que d'habitude, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi. Elle ouvrit simplement les yeux, alors que les premiers rayons du soleil commençaient tout juste à percer à travers l'ouverture du tipi, et comprit que le sommeil l'avait quittée. Elle se leva, jeta sur ses épaules une cape légère en peau de cerf et sortit. Le campement dormait encore. Seuls quelques feux couvaient, et la vieille Wichapi était déjà assise devant son tipi à trier des herbes, fredonnant pour elle-même une chanson douce. Keina se dirigea vers la rivière. Elle devait aller chercher de l'eau, et par la même occasion, elle pouvait passer par hasard devant le tipi de Notan. Comme ça, sans raison particulière. Elle prit une outre en cuir et suivit le sentier qui menait à travers les bosquets de peupliers jusqu'à la berge. En passant devant son habitation, elle ralentit involontairement le pas et jeta un coup d'œil rapide. Le feu devant le tipi avait été soigneusement éteint. L'entrée était fermée. Silencieux. Mais alors qu'elle s'apprêtait à continuer son chemin, le rabat s'écarta et Notan sortit. Keina s'arrêta. Lui aussi se figea un instant, la regardant. Et à ce moment, elle vit dans ses yeux quelque chose d'étrange, comme s'il ne s'attendait pas du tout à la rencontrer ici, bien que ce fût le sentier ordinaire menant à la rivière, emprunté par tous. Notan était grand, avec de larges épaules et de longs cheveux noirs tressés en 2 nattes. Sur son visage, il n'y avait ni ornement, ni peinture de guerre, seulement une cicatrice au-dessus du sourcil gauche, fine et ancienne, comme la trace d'une griffe. Il était vêtu simplement, pantalon de cuir, chemise sans manches, mocassin. Aucun détail superflu, aucune tentative de paraître imposant. Et il la regardait. Notan savait parfaitement qui elle était. Keina, fille de Onovi, la jeune fille que tous dans la tribu appelaient l'étoile du matin. Et pas seulement à cause de son nom. Sa beauté était comme la première lumière de l'aube, éclatante, mais sans ostentation, naturelle. De longs cheveux sombres qu'elle tressait habituellement en une épaisse natte tombant sur son épaule. Une peau couleur de miel, lisse, sans le moindre défaut. Des pommettes hautes, un nez droit, et des lèvres qui semblaient légèrement gonflées, comme après un baiser, bien qu'il ne l'eût jamais vue embrasser qui que ce soit. Mais ce qui le frappait le plus, c'étaient ses yeux. Sombres, presque noirs, avec des étincelles dorées quand la lumière les touchait. Dans ses yeux, il y avait une profondeur, pas cette coquetterie vide qu'il voyait chez tant de filles, mais une véritable vivacité, de l'intelligence et quelque chose d'autre encore. Un défi peut-être. Comme si elle attendait toujours quelque chose de plus grand que ce que son entourage pouvait lui offrir. Il la remarquait. Dieu, il la remarquait chaque fois qu'elle passait près de lui. Il remarquait sa façon de se mouvoir, d'une démarche légère et assurée, comme une biche qui connaît sa force. Il remarquait comment elle riait avec ses amis,
comment elle raccommodait des vêtements assise près du tipi, comment elle replaçait une mèche de cheveux échappée, la ramenant derrière son oreille d'un geste négligent. Et c'était précisément pour cela qu'il se tenait à distance d'elle, parce qu'il y avait toujours des hommes qui tournaient autour d'elle, chattant avec ses histoires pompeuses. Takoda avec ses cadeaux, Enola avec ses compliments. Tous essayaient de conquérir son attention, et Notan n'avait pas l'intention de devenir un de plus dans cette file d'attente. Il n'était pas comme ça. Il ne voulait pas rivaliser, prouver quoi que ce soit, se battre pour obtenir l'attention bienveillante de quelqu'un. Si une femme l'intéressait, il se tenait simplement à distance d'elle, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'intéresser. C'était plus simple ainsi. Mais maintenant, elle se tenait juste devant lui, à l'aube, alors que tout le campement dormait, et il ne pouvait pas simplement se détourner. « Bonjour », dit Keina la première, et dans sa voix résonna une légère incertitude qu'il ne s'attendait pas à entendre. « Bonjour », répondit Notan brièvement, et il s'apprêtait déjà à rentrer dans le tipi, mais elle fit un pas en avant. « Tu n'étais pas au festin hier ?» Il s'arrêta et se tourna vers elle. Il la regarda droit dans les yeux, et y vit de la curiosité. Pas de la coquetterie, pas de jeu, juste un intérêt sincère. « Non, je n'y étais pas », admit-il. Le silence s'étira. Keina attendait qu'il dise quelque chose de plus, qu'il explique, mais Notan restait silencieux. Il n'avait pas l'habitude de remplir le silence avec des mots vides. Elle fronça les sourcils. Pourquoi ? Je n'en avais pas envie. Un autre silence. Keina n'était manifestement pas habitué à des réponses aussi courtes. D'ordinaire, les hommes cherchaient à lui parler le plus longtemps possible, à raconter des choses sur eux, à l'impressionner. Mais celui-ci répondait comme s'il était interrogé. « Tu n'aimes pas être parmi les gens ?» tenta-t-elle à nouveau. Notan haussa les épaules. « Parfois j'aime, parfois non. » Il vit une lueur d'agacement passer dans ses yeux, et cela l'amusa pour une raison quelconque. Les coins de ses lèvres frémirent légèrement, mais il retint son sourire. « Tu es toujours aussi bavard ?» demanda Keina, avec une légère ironie. « Toujours » acquiesça-t-il sérieusement. Elle renifla, doucement, mais il l'entendit, et secoua la tête. « Tu es étrange. » « On me l'a déjà dit. » Keina se tut, le regardant avec une expression nouvelle sur le visage, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose, de comprendre. Notan connaissait ce regard. Elle était habituée à ce que les hommes essaient de lui plaire, et lui se comportait de manière complètement différente. Et cela la déstabilisait. « Je vais à la rivière chercher de l'eau, » dit-elle finalement, en soulevant son outre. « Tu veux venir avec moi ?» La question sonna si simplement, si naturellement, que Notan faillit accepter. Mais ensuite, il se surprit à penser que c'était précisément ce qu'elle cherchait. De l'intérêt, de l'attention, qu'il la suive, comme le faisaient tous les autres. « Non, » dit-il, « je dois vérifier mes pièges. » Keina cligna des yeux. Il vit la surprise passer dans son regard. Puis, quelque chose d'autre. Pas de la vexation, non. Plutôt de l'excitation, comme s'il lui avait lancé un défi et qu'elle l'avait relevé. « D'accord », acquiesça-t-elle. « À plus tard alors. » Elle se retourna et continua sur le sentier, vers la rivière, et Notan la regarda s'éloigner. Il regarda sa natte se balancer au rythme de ses pas, comment la lumière du matin jouait dans ses cheveux, comment elle se retourna un instant, rapidement, comme pour vérifier s'il regardait. Il regardait. Et quand elle disparut derrière les arbres, Notan expira et secoua la tête. C'était une erreur. Lui parler était une erreur. Parce que maintenant,
Il savait comment sonnait sa voix quand elle s'adressait à lui. Il savait comment elle fronçait les sourcils quand il ne lui donnait pas ce qu'elle attendait. Il savait que dans ses yeux, il y avait non seulement de la beauté, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui pouvait vraiment l'accrocher. Et c'était dangereux. Il retourna dans le tipi, prit son arc et son carquois de flèches et sortit par l'arrière du campement, là où dans les hautes herbes se trouvaient ses collets à lapin. Il avait besoin de se distraire, de s'occuper, d'oublier la façon dont elle l'avait regardé et comment ses lèvres s'étaient courbées en un léger sourire moqueur quand il avait refusé d'aller avec elle à la rivière. Mais il ne pouvait pas oublier. Et Kéna, accroupie au bord de la rivière en puisant de l'eau dans son outre, pensait elle aussi à lui, à ses réponses courtes, à la façon dont il l'avait regardée, attentivement, mais sans insistance, au fait qu'il lui avait dit non, qu'il avait refusé, à elle. Et c'était excitant. Aponi disait toujours que Kéna était trop gâté par l'attention masculine. C'était peut-être vrai, mais Notan ne la gâtait pas avec son attention. Il gardait ses distances, et plus il les gardait, plus elle voulait réduire cette distance. Elle sourit à ses propres pensées, souleva l'outre pleine et repartit vers le campement. Le soleil s'était déjà élevé plus haut, le brouillard s'était dissipé, et la vallée de Powder River s'était réveillée. Les oiseaux chantaient dans les bosquets de peupliers, la rivière bruissait plus fort, et quelque part au loin, retentit le cri d'un aigle. Ce sera une bonne journée, pensa Kéna. Et elle trouverait certainement un moyen de lui parler à nouveau. Parce que Notan était le seul qui ne s'était pas jeté à ses pieds. Et c'était précisément pour cela qu'elle le voulait. Durant les 3 jours suivants, Kéna se comporta comme une chasseresse expérimentée, traquant une proie prudente. Elle ne se précipitait pas vers Notan pour lui parler, ne cherchait pas son regard lors des rassemblements communs. Elle apparaissait simplement, par hasard, au bon moment, au bon endroit. Quand il revenait de la vérification des pièges, elle étendait justement des pots tannés au soleil non loin de son tipi. Quand il se rendait à la rivière pour abreuver son cheval, elle y cueillait des racines de massette pour tresser des nattes. Quand il aiguisait des pointes de flèches près de son feu, elle passait avec une brassée de petits bois, lentement, lui donnant l'occasion de la remarquer. Il la remarquait. Elle voyait son regard s'attarder sur elle un instant, avant qu'il ne retourne à ses occupations. Mais il ne disait pas un mot. Et cela la rendait folle. « Tu es devenu vraiment bizarre », remarqua Aponi le 4e jour, alors qu'elle nettoyait du poisson ensemble au bord de la rivière. « Tu tournes sans cesse autour du tipi de Notan, comme si un trésor y était enterré. » Kéna lui jeta un regard rapide et revint à son poisson, passant son couteau aiguisé le long de son ventre. « Je ne tourne pas autour. Je m'occupe simplement de mes affaires. »« Ah oui. Tes affaires se trouvent toujours exactement là où rôde Notan, » répliqua Aponi avec un sourire moqueur, en secouant les écailles de ses doigts dans la rivière. « Tu sais ce qu'on dit dans la tribu ? Je ne veux pas le savoir. On dit que l'étoile du matin a enfin trouvé quelqu'un qui ne se prosterne pas devant elle. Et que ça l'a touché. » Kéna sentit ses joues s'échauffer, mais n'en montra rien. « Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je m'en moque. »« Alors pourquoi rougis-tu » demanda Aponi, en se penchant plus près, ses yeux brillants de curiosité. « Kéna, tu le veux vraiment ?» Kéna se tut, fixant le poisson dans ses mains. Voulait-elle Notan ? Elle-même ne comprenait pas vraiment. Ce n'était pas une attirance ordinaire, c'était autre chose. L'excitation, un défi, le désir d'aller au fond des choses. Comprendre ce qui se cachait derrière son silence et sa froideur. Voir dans ses yeux ce feu qu'il dissimulait si soigneusement. « Je veux le comprendre, »
dit-elle enfin, doucement. Tous les autres hommes, ils sont prévisibles. Je sais ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent. Mais lui, il est différent. Différent, c'est peu dire, renifla Apollonie. Il est comme un mur de pierre. Tu te heurtes à lui et il ne bronche même pas. C'est justement pour ça qu'il m'intéresse, sourit Kéna. Je me demande ce qui se passera si le mur finit par se fissurer. Apollonie secoua la tête. Tu es folle, tu sais? Je le sais. À cet instant, un clapotis d'eau se fit entendre en amont. Les deux jeunes femmes levèrent la tête et virent Notan qui menait son cheval à la rivière pour l'abreuver. Ils ne regardaient pas dans leur direction, entièrement concentrés sur l'animal, le caressant sur l'encolure et lui disant quelque chose à voix basse, si basse qu'on ne pouvait entendre les mots. Apollonie donna un coup de coude à Kéna. « Voilà ta chance. Va lui parler. »« De quoi ?»« De n'importe quoi. Demande-lui pour le cheval, pour la chasse, pour le temps qu'il fait, à la fin. » Kéna se mordit la lèvre. Puis elle s'essuya résolument les mains sur sa jupe de cuir, se leva et se dirigea le long de la berge vers l'endroit où se tenait Notan. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. « Stupide, pensa-t-elle, ce n'est qu'une conversation, juste un homme. » Mais pour une raison quelconque, avec lui, tout était plus compliqué. Elle s'approcha et s'arrêta à quelques pas de lui. Le cheval buvait, le museau plongé dans la rivière. Et Notan se tenait à côté, tenant les rênes. Il leva les yeux vers elle, calme, sans surprise, comme s'il s'attendait à ce qu'elle vienne. « Beau cheval ?» dit Kéna en hochant la tête vers l'animal. « Merci », répondit Notan, en passant la main dans la crinière du cheval. « Il s'appelle Oki. »« Oh !» traduisit Kéna, et il hocha la tête. Une pause. Le cheval s'ébroua, secoua la tête, et des gouttes d'eau volèrent dans tous les sens. Kéna recula d'un pas, mais quelques éclaboussures l'atteignirent quand même, au visage. Elle rit, brièvement, sincèrement. Notan la regarda et quelque chose de chaleureux passa dans ses yeux. Très vite, presque imperceptiblement, mais elle capta ce regard. « Il aime éclabousser, » dit Notan, « surtout quand quelqu'un se tient près de lui. Alors c'est un farceur ? On dirait bien. » Une autre pause, mais cette fois elle était confortable, pas tendue, pas pesante. Juste le silence entre deux personnes debout au bord de la rivière, dans la lumière du matin. Kéna prit une grande inspiration et se lança. « Pourquoi es-tu toujours seul, Notan ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda la rivière, puis les collines au loin, où les hautes herbes ondulaient sous le vent, comme une mer dorée. « C'est plus simple pour moi, » dit-il finalement. « Plus simple que quoi ? Que d'être parmi des gens qui attendent de moi quelque chose que je ne peux pas donner. » Kéna fronça les sourcils. « Et qu'attendent-ils » Il se tourna vers elle, et dans son regard, il y avait quelque chose de sérieux, presque dur. Des conversations, des sourires, de l'amitié, une participation à leurs affaires. Il haussa les épaules. « Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas besoin de beaucoup de mots. Je n'ai pas besoin de prouver que je fais partie de la tribu en étant constamment au centre du campement. Je suis un chasseur. Je fais mon travail. Je rapporte du gibier. J'aide quand il le faut. C'est suffisant. Et la solitude ne te pèse pas ? » « Non, » répondit-il trop vite. Et Kéna comprit que c'était faux, ou à moitié vrai. « Tu ne me crois pas ? » ?»« Je ne te crois pas, » dit-elle en secouant la tête. « Les gens ne sont pas faits pour être seuls, même les plus silencieux et les plus moroses. » Le coin de sa bouche tressaillit dans l'ébauche d'un sourire. « Tu me traites de morose ? Tu n'es pas morose ?» répliqua-t-elle. « Peut-être, » dit-il en se détournant. Et Kéna comprit que la conversation était terminée.
Mais cette fois, elle n'avait pas envie de reculer. « Notan, hmm? Demain, la tribu va cueillir des baies dans le canyon. Tu viendras avec nous ?» Il la regarda avec une légère perplexité. « Pourquoi irais-je cueillir des baies ? Pour la même raison que tout le monde. Pour faire des réserves pour l'hiver, » répondit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Ou bien es-tu trop fière pour t'occuper de travaux de femme ?» Une étincelle passa dans ses yeux, soit d'irritation, soit d'intérêt. « Je ne suis pas fier. C'est juste que tu préfères être seule, » termina Khéna à sa place. « Je comprends. Alors reste ici, seule, comme toujours. » Elle fit volte-face et retourna vers Aponi, qui les observait avec une curiosité manifeste. Son cœur battait fort. Elle venait de le défier, directement et ouvertement. Et maintenant, elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais alors qu'elle avait presque rejoint son ami, elle entendit sa voix. « Khéna !» Elle s'arrêta et se retourna. Notan se tenait au même endroit, tenant les rênes du cheval, et la regardait. À quelle heure le départ ? Elle sentit quelque chose de chaud s'embraser en elle, mais ne le montra pas. À l'aube, près du grand feu, il hocha la tête, brièvement, sans mot superflu, et ramena le cheval vers le campement. Khéna revint vers Aponi, qui la regardait les yeux écarquillés. « Il a accepté ?» « Il a accepté, » dit Khéna, en se rasseyant près du poisson et en prenant le couteau, s'efforçant de paraître calme, bien que ses mains tremblassent légèrement d'excitation. « Les esprits en sont témoins. Tu as vraiment percé ce mur ?» chuchota Aponi avec admiration. « Je ne l'ai pas encore percé, » dit Khéna en secouant la tête. « J'ai juste fait la première fissure. » Mais cette fissure suffisait pour comprendre. Notan n'était pas indifférent à elle. Il cachait simplement cela mieux que tous les autres. Et demain, elle le reverrait. Toute la journée. Dans le canyon, parmi les rochers et les buissons de baies, où il n'y aurait pas de tipis derrière lesquels se cacher, ni de tâches qu'on pourrait utiliser comme prétexte pour s'en aller. Demain, il ne pourrait pas l'éviter. Et elle n'avait pas l'intention de reculer. L'aube arriva fraîche et claire. Khéna se réveilla bien avant que les premiers rayons du soleil ne touchent les sommets des collines. Et cela la surprit. D'habitude, elle aimait dormir plus longtemps, surtout quand il n'y avait pas de tâches urgentes. Mais aujourd'hui, le sommeil semblait s'être évaporé de lui-même. Elle savait pourquoi. Après s'être rapidement lavée à l'eau froide de la gourde, Khéna tissa ses cheveux en une tresse, enfila une simple tunique de cuir à franges et des mocassins ornés de perles de coquillage. Elle prit un grand panier tressé et sortit du tipi. Près du grand feu, les gens se rassemblaient déjà. Des femmes avec des enfants, quelques jeunes filles, la vieille Wichapi avec son éternel sac à herbe. Il y avait peu d'hommes. D'habitude, la cueillette des baies était considérée comme un travail de femme, mais parfois venaient ceux qui voulaient aider ou simplement passer la journée au grand air. Khéna regarda autour d'elle, cherchant parmi les personnes rassemblées une silhouette familière. Notan n'était pas là. Son cœur fit un bond. Avait-il changé d'avis ? Avait-il simplement accepté hier pour se débarrasser d'elle, et maintenant il ne viendrait pas ? « Bonjour, Khéna », l'interpella la mère d'une des filles. « Tu es en avance aujourd'hui. D'habitude, on t'attend à peine. » Khéna sourit, s'efforçant de ne pas trahir sa déception. « J'ai décidé de ne pas être en retard. » Aponi apparut à côté d'elle, bâillant et se frottant les yeux. « Esprit, pourquoi devons-nous nous lever si tôt ? Les baies ne vont pas s'enfuir. » « Parce qu'à midi, il fera chaud, et revenir avec des paniers pleins sera pénible, » expliqua la vieille Takshawi en ajustant un sac de cuir sur son épaule. La jeunesse est devenue vraiment paresseuse. Les gens commencèrent à quitter le campement par le sentier menant au canyon.
Kena marchait au milieu du groupe, se retournant sans cesse. Notan n'était toujours pas là. « Il ne viendra pas », chuchota Aponi. « Je te l'avais dit, il n'est pas du genre à... » « Attendez !» fit une voix derrière eux. Kena se retourna et vit Notan qui s'approchait du groupe à grandes enjambées mesurées. Sur son épaule pendait un petit sac de cuir. Dans sa main, un arc et un carquois. Il était venu. Plusieurs femmes échangèrent des regards surpris. La vieille Takshawi haussa même les sourcils. « Notan » ne put-elle s'empêcher de dire. « Tu viens cueillir des baies ?»« Je viens », répondit-il brièvement, sans même ralentir le pas. « Depuis quand le vent s'intéresse-t-il aux travaux de femmes ?» plaisanta une des jeunes mères, et plusieurs personnes rirent doucement. Notan n'y prêta pas attention. Il passa devant tout le monde et s'arrêta près de Kena. Il la regarda, rapidement, sans mots superflus, et fit un signe de tête vers le sentier. « On y va ?» Kena sentit quelque chose de chaud se répandre en elle. Il était venu. Il était venu pour elle. Et même les moqueries de la tribu ne l'avaient pas arrêté. « On y va », acquiesça-t-elle, s'efforçant de ne pas sourire trop largement. Ils s'engagèrent sur le sentier, et Kena remarqua qu'Aponi marchait derrière, retenant à peine un sourire satisfait. Plusieurs femmes chuchotaient, lançant des regards curieux vers Notan et Kena, mais personne ne fit plus de commentaires à voix haute. Le chemin jusqu'au canyon prit environ 1 heure. Le sentier traversait la prairie, où l'herbe haute arrivait à la taille, puis un bosquet de peupliers, où l'ombre fraîche apportait un soulagement face au soleil matinal, et enfin, jusqu'aux rochers rouges du canyon, entre lesquels murmurait un petit ruisseau. Ici, sur les pentes et dans les fissures des rochers, poussaient des buissons avec de petites baies sombres, des chokecherries, âpres et sucrées à la fois. On les cueillait pour les réserves d'hiver, on les séchait, on les broyait en poudre, on les mélangeait avec de la viande pour faire du pemmican. Pemmican. J'ai écrit ce mot, et j'ai compris que je devais vous expliquer ce que c'est. Parce que pour la plupart des lecteurs, c'est juste un nom exotique qui a surgi dans le texte. Mais pour les Cheyennes, pour les gens des grandes plaines, le pemmican était la différence entre la vie et la mort. Imaginez, vous vivez dans un monde où l'hiver dure des mois, où la température descend si bas que la chasse devient impossible, où des tempêtes de neige peuvent vous enfermer dans un tipi pendant des semaines. Vous n'avez pas de réfrigérateur, de conserve, de magasin. Vous n'avez que ce que vous avez pu stocker à l'automne. Et le pemmican est votre assurance. Les Cheyennes broyaient la viande de bison séchée en poudre, la mélangeaient avec de la graisse fondue et ajoutaient ces baies de chokecherry, acidulées, riches en vitamines. Cela donnait une masse dense et calorique qui pouvait se conserver pendant des années. Des années. Un morceau de pemmican de la taille d'un poing fournissait de l'énergie pour une journée entière de travail ardu. C'était une technologie de survie, éprouvée par des générations. Mais ce n'est pas seulement une question de calories. La récolte des chokecherry était un rituel. Les femmes se rendaient dans les canyons, chantaient des chansons, remerciaient les esprits pour leurs dons. Chaque baie était cueillie avec respect. Rien n'était pris à la légère. Tout avait un prix. Tout nécessitait de la gratitude. Les Cheyennes vivaient dans un monde où l'homme n'était pas le maître de la nature, mais en faisait partie. Également, mais pas dominant. Nous achetons de la nourriture dans les supermarchés. Nous ne savons pas d'où elle vient, qui l'a cultivée, quel chemin elle a parcouru. Pour Kena, chaque baie dans son panier est une partie de l'hiver qu'elle va vivre. C'est une responsabilité. C'est un lien avec la terre. Le pemmican, soit dit en passant, a traversé les siècles. Il est encore fabriqué, à la fois par les Amérindiens qui préservent les traditions, par les survivalistes modernes et par les voyageurs.
La recette n'a pas changé. Parce que quand quelque chose fonctionne parfaitement, pourquoi le changer? Le groupe se dispersa dans le canyon, chacun choisissant son emplacement. Kenna se dirigea vers le versant de droite, où les buissons étaient particulièrement denses, et Notan la suivit sans dire un mot. Ils s'arrêtèrent au premier buisson, et Kenna commença à cueillir les baies, les jetant dans son panier. Notan se plaça à côté d'elle et se mit lui aussi au travail. Ses grandes mains triaient habilement les branches, séparant les baies mûres de celles qui ne l'étaient pas. Pendant un moment, ils travaillèrent en silence. On n'entendait que le doux bruissement des feuilles, le clapotis du ruisseau et les voix lointaines des autres cueilleurs. Les oiseaux chantaient dans les fourrés, et quelque part, très haut au-dessus du canyon, un faucon tournoyait, guettant sa proie. « Merci d'être venu », finit par dire Kenna, sans lever les yeux du buisson. « Pourquoi ?» Notan jeta une poignée de baies dans son sac. « Pour être venu, même si tout le monde va se moquer de moi après. » Il eut un petit rire, discret, presque inaudible. Ils se moquent déjà. Ils disent que je suis trop sombre et sauvage. Une journée de cueillette ne changera rien. Kenna leva les yeux vers lui. « Tu t'en fiches vraiment de ce qu'on pense de toi ?» Notan haussa les épaules. « Pas vraiment. Simplement, je ne trouve pas ça important. Les opinions des gens changent comme le vent. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain une autre. Je préfère m'appuyer sur ce qui est stable. Et qu'est-ce qui est stable? La terre, le ciel, la rivière, la chasse. » Il cueillit encore quelques baies, ce qui n'exige pas de justification et n'attend pas que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Kenna médita sur ces paroles. Elle avait toujours vécu parmi les gens, au milieu de leurs conversations, de leurs attentes, de leurs regards. Elle aimait être au centre de l'attention, même si parfois cela la fatiguait. Mais Notan vivait autrement. Il avait choisi le silence plutôt que le bruit, la solitude plutôt que la foule. « Tu ne te sens pas seul ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains s'immobilisèrent un instant, puis il reprit son travail. « Parfois, finit-il par admettre, mais la solitude vaut mieux qu'être entouré de gens et se sentir étranger. » « Pourquoi te sens-tu étranger ?» Notan expira et se redressa, regardant les falaises rouges en face. « Parce que je ne suis pas comme eux. Je ne sais pas faire de beaux discours. Je ne vais pas à toutes les assemblées. Je ne participe pas à chaque chasse avec tout le monde. J'aime chasser seul, penser dans le silence, écouter la terre respirer. » Il se tourna vers elle. « Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que je les évite, que je me crois supérieur. Mais ce n'est pas vrai. Je suis juste différent. » Kenna le regardait et comprit soudain qu'elle le voyait vraiment, pour la première fois. Non pas le chasseur silencieux, non pas le solitaire sombre, mais un homme qui avait appris à vivre avec sa différence et l'avait acceptée. « Je crois qu'il n'y a rien de mal à ça, » dit-elle. « Être différent. C'est facile à dire pour toi. » Une légère ironie perçait dans sa voix. « Tu es l'étoile du matin. Tout le monde t'aime. Tout le monde veut être près de toi. » Kenna renifla. « Pas tout le monde. Toi, par exemple, tu me tiens à distance depuis des mois. » Notan se figea. Il la regarda attentivement, et quelque chose d'insaisissable passa dans ses yeux. « Tu l'as remarqué ? » ?»« Bien sûr que je l'ai remarqué. Tu es le seul de la tribu à ne pas me regarder. »« Je te regarde, » dit-il doucement. « Simplement, pas comme les autres. » Son cœur manqua un battement. Elle voulut demander ce qu'il voulait dire. Mais à cet instant, un craquement retentit d'en haut. Fort, sec. Ils levèrent tous deux la tête et virent une petite pierre dévaler la pente du canyon. Puis une autre. « Écarte-toi !» Notan la saisit par la main et la tira brusquement sur le côté. L'instant d'après, une cascade de pierres et de terre dégringola. Un petit éboulement.
Rien de grave. Mais s'ils étaient restés au même endroit, ils auraient pu être touchés. Kenna se plaqua contre la paroi, et Notan la protégea de son corps jusqu'à ce que la chute de pierre cesse. Sa main tenait toujours son poignet, fermement, avec assurance. Son souffle était proche, et sentait la chaleur de son corps. Quand tout se calma, il recula d'un pas et la regarda. « Tu vas bien ?» Kenna hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Son poignet brûlait encore, là où ses doigts avaient touché sa peau. « Merci, » finit-elle par exhaler. Notan acquiesça et lâcha sa main. Il leva les yeux vers la pente d'où les pierres étaient tombées. « Un bouquetin, » dit-il, en pointant vers le haut. « Tu vois ?» Kenna plissa les yeux et aperçut au sommet de la falaise la silhouette d'un animal qui, apparemment, n'avait même pas remarqué qu'il avait provoqué un petit éboulement. Elle éclata de rire, de soulagement, de l'absurdité de la situation, de la façon dont son cœur battait encore la chamade. Le bouquetin destructeur, Notan sourit, vraiment, largement. Et Kenna vit pour la première fois comment son visage changeait quand il souriait. La cicatrice au-dessus de son sourcil se déplaça. Des rides apparurent au coin de ses yeux. Et il parut soudain plus jeune, plus doux. « Allons ailleurs, » proposa-t-il. « C'est trop dangereux ici pour cueillir des baies. » Ils se déplacèrent vers une autre partie du canyon, loin des pentes abruptes, et reprirent leur travail. Mais maintenant, quelque chose avait changé entre eux. Le silence n'était plus tendu, mais confortable. Notan se mit à parler, un peu, par phrases courtes, mais il parlait. Il raconta comment il avait traqué un cerf lors de la dernière lune, comment il avait appris à son cheval à ne pas craindre les serpents, comment il avait trouvé une plume d'aigle près de la rivière et l'avait laissée sur une pierre pour que le vent la ramène au ciel. Et Keina écoutait. Elle écoutait simplement, sans l'interrompre, sans chercher à combler les silences. Et elle comprenait que c'était exactement ce dont il avait besoin. Non pas de l'admiration, non pas des compliments, mais simplement une présence tranquille à ses côtés. À midi, leur panier et leur sac étaient pleins. Le groupe commença à se rassembler pour retourner au campement et Keina et Notan rejoignirent les autres. Aponi marchait à ses côtés, débordante de questions qu'elle brûlait manifestement de poser, mais elle se taisait en voyant l'expression du visage de son ami. Sur le chemin du retour, Notan marchait aux côtés de Kenna, et plusieurs fois leurs mains se frôlèrent par hasard, un contact léger, fugace, qui faisait courir des frissons sur sa peau. Lorsqu'ils revinrent au camp, le soleil déclinait déjà vers le couchant. Notan s'arrêta devant son tipi et regarda Kenna. « Merci pour cette journée, » dit-il. « C'est à moi de te remercier, » répondit-elle. « D'être venu. » Il hocha la tête, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose de chaleureux et presque tendre. « Peut-être que je reviendrai. » Lors de la prochaine cueillette, Kenna sourit. « Je t'attendrai. » Il se retourna et disparut dans le tipi, tandis que Kenna restait là, le regard fixé sur lui, pensant qu'aujourd'hui, le mur n'avait pas simplement fissuré. Aujourd'hui, une porte s'était ouverte en lui. Après cette journée dans le canyon, tout changea. Pas brusquement, pas bruyamment, simplement doucement, comme change le lit d'une rivière après la pluie. Keina et Notan commencèrent à se parler. Pas tous les jours, pas longtemps, mais suffisamment pour que la tribu le remarque. Et la tribu le remarqua. « Tu as entendu la nouvelle ?» chuchota l'une des femmes, en lavant le linge près de la rivière. « Étoile du matin et vent, qui l'aurait cru ? Je les ai vus revenir ensemble du canyon, » enchaîna une autre. Ils marchaient côte à côte, leurs épaules se touchaient presque. Ma fille dit qu'elle les a vus ce matin près de la rivière. Ils parlaient de quelque chose. Les ragots se répandaient dans le camp,
plus vite que la fumée d'un feu. Kéna s'efforçait de ne pas y prêter attention, mais elle sentait les regards, curieux, étonnés, et parfois mécontents. Chatan était particulièrement mécontent. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'expédition dans le canyon, lorsqu'il s'approcha de Kéna près de son tipi. Elle était justement en train d'assouplir une peau de cerf, y frottant un mélange de graisse et de cendre pour que le cuir devienne souple et élastique. Le travail était pénible, ses mains étaient fatiguées, mais elle aimait faire cela. Il y avait dans cette tâche un rythme méditatif. « Kéna !» l'interpella Chatan. Sa voix sonnait tendue, comme s'il avait répété ces mots à l'avance. « Il faut que je te parle. » Elle leva les yeux et vit son visage crispé. Chatan se tenait droit de toute sa hauteur, les poings serrés. « Parle, » dit-elle calmement, en continuant son travail. « Pas ici. » Il fit un signe de tête vers la rivière. « Viens. » Kéna soupira. Elle savait de quoi il allait être question. Et elle ne voulait absolument pas de cette conversation. Mais refuser aurait été grossier. Elle essuya ses mains sur l'herbe, se leva et le suivit vers les bosquets de peupliers. Lorsqu'ils se furent suffisamment éloignés du camp, Chatan s'arrêta et se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Notan ?» demanda-t-il sans préambule. Kéna croisa les bras sur sa poitrine. « Rien de particulier. Nous parlons simplement de temps en temps. »« Vous parlez simplement, » répéta-t-il avec amertume. « Kéna, pendant des mois, j'ai essayé d'attirer ton attention. Je t'ai apporté des cadeaux, je t'ai raconté mes exploits, je t'ai invité à la chasse. Et tu me remarquais à peine. Et soudain ce solitaire taciturne, qui ne dit même pas un mot de trop. Et tu le regardes comme s'il était le seul homme de la tribu. Chatan, non, laisse-moi finir. » Il fit un pas en avant. « Je suis un bon chasseur. Je suis un guerrier fort. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Pourquoi le choisis-tu lui et pas moi ?» Kéna soupira. Elle ne voulait pas le blesser, mais la vérité était la seule issue. « Parce qu'avec lui, je trouve ça intéressant. Avec toi, je connais chaque mot que tu vas dire, avant même que tu le prononces. Tu es prévisible, Chatan. » Alors que Notan, il est différent. Différent, ricana Chatan. Il est bizarre, pas comme tous les gens normaux. C'est justement pour ça qu'il m'intéresse. Kéna le regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'un homme ordinaire qui me fera des compliments et se vantera de ses réussites. J'ai besoin de quelqu'un qui voit le monde autrement, qui n'a pas peur du silence, qui n'essaie pas d'être quelqu'un qui n'est pas. Chatan resta silencieux, les mâchoires serrées. Puis, il fit brusquement demi-tour et s'en alla sans se retourner. Kéna le regarda partir et se sentit coupable. Mais que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait pas forcer son cœur à choisir celui qu'il ne choisissait pas. Lorsqu'elle revint à son tipi, Aponi l'attendait déjà avec un sourire espiègle. « J'ai vu Chatan partir avec un visage d'orage. Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité. » Kéna s'assit par terre et reprit la peau. « Qui ne m'intéresse pas. » Aponi s'accroupit à côté d'elle. « Et Notan t'intéresse ?» Kéna ne répondit pas tout de suite. Ses mains continuaient à travailler, frottant la graisse dans le cuir. Mais ses pensées étaient ailleurs. « Il est particulier, » finit-elle par dire. « Je ne peux pas l'expliquer. Quand je suis avec lui, tout semble plus calme, plus silencieux, comme si le monde entier ralentissait. Et je le vois différemment. Ô esprit !» Aponi porta la main à sa bouche. « Tu es tombée amoureuse. Ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. » Aponi se pencha plus près. Ses yeux brillaient. « Tu es tombée amoureuse du chasseur silencieux.
qui t'a ignoré pendant des mois. C'est tellement romantique. Kenna renifla, mais ne put retenir un sourire. Romantique? Il ne parle presque toujours pas. Il faut lui arracher chaque mot avec des pinces. Mais il est venu cueillir des baies. Pour toi, ça veut bien dire quelque chose. Kenna réfléchit. Oui, cela voulait dire quelque chose. Notan était sorti de sa zone de confort, avait fait ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Pour elle. Le soir, quand le soleil descendit derrière les collines et que le ciel se teinta d'orange et de pourpre, Keina était assise près du feu de son père et regardait les flammes. Onovi faisait griller du poisson embroché sur des brindilles, et sa mère Niwa cousait de nouveaux mocassins pour le petit frère de Keina. « Tu es devenue pensive, ma fille », remarqua Onovi en retournant le poisson. « C'est à cause du jeune chasseur ?» Keina leva la tête avec surprise. « Comment le sais-tu » Onovi sourit. « Je suis ton père. Je vois comment tu regardes vers son tipi. Comment tu te figes quand il passe. » Il sortit un poisson et le lui tendit. « Notan est un homme bon, silencieux, mais fiable. S'il donne sa parole, il la tiendra. »« Et tu n'es pas contre ?» demanda Keina doucement. « Qu'il ne soit pas comme les autres ?»« C'est justement pour cela que je ne suis pas contre. » Son père la regarda de ses yeux sages. « Les hommes ordinaires offrent une vie ordinaire. Et toi, ma fille, tu n'as jamais été ordinaire. Tu as besoin de quelqu'un qui voit en toi non pas seulement un joli visage, mais quelque chose de plus grand. » Keina sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à ce que son père la comprenne si bien. « Merci, père. » Il hocha la tête et retourna à son poisson. Et Keina mangea sa portion et se leva. « Je vais me promener. » Niwa leva les yeux de son travail et sourit, avec compréhension, chaleureusement. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête. Keina sortit du cercle de lumière du feu et se dirigea vers le bord du campement. Ses pieds la portaient d'eux-mêmes, là où son cœur le voulait, vers le tipi de Notan. Il était assis près de son feu, taillait une pointe de flèche avec un petit grattoir de pierre. La lumière du feu jouait sur son visage, soulignant les traits marqués, la cicatrice au-dessus du sourcil. Il était concentré sur son travail et ne remarqua pas son approche. « Notan » l'appela-t-elle doucement. Il leva la tête et dans ses yeux passa une lueur de surprise, puis quelque chose de chaleureux. « Keina » Il posa la flèche. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, juste, je voulais te voir. » Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête vers la place à côté de lui. « Assieds-toi. » Elle s'assit par terre à côté de lui, repliant les jambes. Le feu crépitait entre eux. Des étincelles s'envolaient dans le ciel nocturne. « Aujourd'hui, Chatan m'a parlé, » commença Keina. « Il m'a demandé ce qui se passait entre nous. »« Et qu'as-tu répondu ?»« Que tu m'intéresses. » Elle le regarda. « C'est la vérité. » Notan baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais pas être intéressant. Je ne sais pas dire de belles paroles ou faire des gestes romantiques. Je suis juste moi. » « Je n'ai pas besoin de belles paroles. » Keina se rapprocha un peu. « J'ai besoin de sincérité. Et tu es sincère. Tu ne fais pas semblant. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu es simplement là. Et c'est précieux. » Il leva les yeux et la regarda d'une façon qui lui coupa le souffle. Dans ses yeux, il y avait tant de sentiments, surprise, gratitude, quelque chose de profond et de chaleureux qu'elle ne pouvait nommer.
Kenna, sa voix devint plus basse. Pendant longtemps, je me suis tenu à distance de toi, parce que je savais que si je m'approchais, si je me permettais de te connaître, je ne pourrais pas m'arrêter. Son cœur battit plus fort. Et maintenant, peux-tu t'arrêter? Il secoua la tête, lentement, presque à contre-cœur. Non, je ne peux pas. Entre eux s'installa un silence, pas gênant, mais empli de quelque chose d'inexprimé. Kenna le regardait, et elle voulait se rapprocher encore, toucher sa main, sentir sa chaleur. Mais elle comprenait qu'avec Notan, il ne fallait pas se presser. Il était comme un animal sauvage, un geste brusque, et il se retirerait. « Alors ne t'arrête pas, dit-elle doucement. Permets-moi d'être près de toi. » Il la regarda longuement, puis tendit la main et toucha ses doigts. Un contact léger, presque impondérable. Mais pour lui, c'était un pas immense, et Keina le comprenait. Ils restèrent assis près du feu, se tenant la main, et regardèrent les étoiles. Aucun d'eux ne parlait, mais les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence entre eux en disait plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Et Keina savait. Le mur était définitivement tombé. Il ne restait plus qu'à comprendre ce qui allait suivre. La lune avait accompli son cycle complet depuis ce soir où Keina et Notan s'étaient assis près du feu, main dans la main. Depuis lors, bien des choses avaient changé, et rien n'avait changé en même temps. Notan demeurait toujours aussi silencieux. Il chassait toujours seul, vivait à la lisière du campement, évitait les grandes assemblées. Mais désormais, Kenna faisait partie de sa vie. Elle venait le voir chaque matin avec un panier de baies ou de galettes fraîchement cuites. Elle s'asseyait près de lui au coin du feu et lui parlait de tout et de rien, de la tribu, de ses pensées, de la façon dont les nuages ressemblaient à des bisons courant dans le ciel. Et lui écoutait. Parfois il répondait par de courtes phrases, parfois il se contentait d'un hochement de tête. Mais elle savait qu'il entendait chacun de ses mots, qu'il les absorbait, les mémorisait. La tribu s'était habituée à les voir ensemble. Les commérages s'étaient apaisés, se muant en une acceptation tranquille. Même Chatan avait cessé de regarder Notan avec une hostilité manifeste, bien que dans son regard se lût encore de la douleur. Ce jour-là, la tribu se préparait pour la chasse d'automne au bison. Un immense troupeau avait été repéré à 2 jours de marche du campement, et les anciens avaient décidé qu'il était temps de constituer des réserves pour l'hiver. Tous les hommes et quelques femmes chasseresses s'apprêtaient à partir en expédition. Ici, je dois vous dire quelque chose d'important. Le bison, pour les Cheyennes, n'est pas simplement un animal. C'est la base de l'univers. Imaginez une civilisation où une seule créature vous donne absolument tout. La viande, pour se nourrir. Les peaux, pour les tipis, les vêtements, les couvertures. Les os, pour les outils, les aiguilles, les grattoirs. Les nerfs, pour les cordes des arcs, pour coudre. Les cornes, pour les cuillères cérémonielles et les ornements. L'estomac, pour les contenants d'eau. Les excréments, pour le combustible, quand le bois est rare. Même les sabots étaient utilisés. On en faisait de la colle. Rien n'était jeté. Absolument rien. Parce que les Cheyennes savaient. Le bison leur avait donné sa vie, et il aurait été irrespectueux de gaspiller ce don. Mais ce n'était pas simplement un lien utilitaire. Le bison était sacré. Dans la mythologie cheyenne, il venait du monde souterrain pour sauver les gens de la faim. C'était un cadeau du grand esprit. Chaque chasse commençait par une prière. Chaque animal tué recevait des remerciements.
Les chasseurs demandaient pardon à l'esprit du bison et promettaient d'utiliser chaque partie de son corps avec honneur. Et puis les Blancs sont arrivés. Et le massacre a commencé. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette tragédie maintenant, mais vous devez connaître les chiffres. Au début du XIXe siècle, environ 60 millions de bisons vivaient dans les grandes plaines. En 1890, il en restait moins d'1 millier. Moins d'1 millier. Les chasseurs blancs les tuaient par milliers, pour leur peau, pour leur langue, un délice, pour le plaisir de chasser. Ils tiraient directement depuis les fenêtres des trains et laissaient les carcasses pourrir au soleil. Mais le plus terrible, c'est que cela se faisait intentionnellement, comme une stratégie militaire. Le général Sheridan disait ouvertement « Tuez les bisons et vous exterminerez les Indiens ». Sans bisons, les Cheyennes, les Lakota, les Comanches et d'autres tribus se sont retrouvés sans défense. Ils ont été parqués dans des réserves, privés de leur mode de vie traditionnel, brisés dans le dos de leur civilisation. Les Cheyennes existent encore. Leurs descendants vivent dans des réserves dans le Montana et l'Oklahoma, préservant la langue, les traditions et les cérémonies. Les bisons ont été partiellement rétablis. Il y en a maintenant environ 1 demi-million, principalement dans des zones protégées. Mais ce monde dont j'écris, le monde de Kena et Notan, il est parti pour toujours. Kena se tenait près du tipi de son père et l'aidait à vérifier son arc. Onovi était un chasseur expérimenté, mais les années se faisaient sentir. Ses mains n'étaient plus aussi fermes qu'autrefois. « Peut-être que cette fois tu devrais rester », demanda Kena en tendant la corde, vérifiant sa solidité. Les jeunes s'en sortiront. Et manquer la dernière grande chasse de la saison? Onovi secoua la tête. Non, ma fille. Je peux encore tenir un arc. Et mon expérience sera utile. Kena voulut protester, mais se tut. Son père était têtu, et elle savait qu'il était inutile de discuter. Alors sois prudent. Toujours prudent, dit-il en lui tapotant l'épaule, avant de se diriger vers le centre du camp, où les chasseurs se rassemblaient. Kena le suivit du regard, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle s'inquiétait toujours quand il partait chasser, même si elle ne le montrait pas. « Tu t'inquiètes ?» fit une voix derrière elle. Elle se retourna et vit Notan. Il se tenait là, un arc en bandoulière, une lance à la main, prêt pour la chasse. « Je m'inquiète », admit Kena à son détour. « Mon père n'est plus jeune. Et les bisons, ils sont dangereux. » Notan s'approcha. « Je serai près de lui. Je veillerai à ce qu'il ne se jette pas au cœur de la mêlée. » Kena le regarda avec gratitude. Notan chassait habituellement seul, se tenant à l'écart, même lors des sorties collectives. Mais maintenant, il promettait de rester près de son père. Pour elle. « Merci, dit-elle, en touchant sa main. Sois prudent. Soyez prudents tous les deux. » Il hocha la tête, puis se pencha soudain et toucha son front du sien. Un contact bref, tendre. Un geste ancien, d'intimité. « Je reviendrai, dit-il doucement. Je te le promets. » Et il rejoignit les autres chasseurs. Kena resta là, le regardant s'éloigner, et sentit son cœur se remplir de quelque chose de chaud et en même temps d'inquiet. Elle l'aimait. Elle ne s'en rendait compte que maintenant, alors qu'il partait pour une chasse dangereuse. Elle aimait son silence, sa force, sa capacité à voir le monde à sa façon. Elle aimait la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule étoile dans le ciel nocturne. Les chasseurs partirent à l'aube. Kena passa toute la journée dans l'inquiétude. Elle aida sa mère à préparer des lanières de viande séchée, raccommoda des vêtements, ramassa du bois. Mais ses pensées étaient loin.
là où se déroulait la chasse. Aponi remarqua son état et vint s'asseoir près d'elle au coin du feu. Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Mais pas toujours tous, dit Kéna en regardant le feu. Tu te souviens, il y a 3 ans, quand Tokala n'est pas revenu? Je me souviens. Mais à l'époque, le troupeau était beaucoup plus grand, et ils avaient sous-estimé le danger. Aponi lui prit la main. Cette fois, tout ira bien. Notan est un chasseur puissant. Il protégera ton père. Kéna voulait le croire. Elle voulait croire que lorsque le soleil commencerait à se coucher, elle verrait une silhouette familière revenant par le sentier de la prairie. La journée s'étirait interminablement. Le soleil rampait lentement dans le ciel, s'arrêtant comme exprès. Les femmes et les enfants vaquaient à leurs occupations, les anciens fumaient la pipe et racontaient des histoires, tandis que Kéna était assise à l'entrée du tipi, les yeux fixés sur l'horizon. Quand le soleil toucha enfin le sommet des collines, teintant le ciel de tons rouge orangé, un cri retentit. « Ils reviennent !» Kéna bondit et courut vers le bord du camp. Des cavaliers apparurent dans la prairie, lentement, lourdement, traînant derrière eux d'énormes carcasses. La chasse avait été fructueuse. Elle compta rapidement les cavaliers du regard. 12. 12 étaient partis. 12 revenaient. Tous sains et saufs. Son regard trouva son père. Il chevauchait au milieu du groupe, vivant, indemne. Et près de lui, Notan. Le soulagement la submergea comme une vague, si forte qu'elle eut un instant de vertige. Elle inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Les chasseurs entrèrent dans le camp sous les cris de joie de la tribu. Les femmes et les enfants coururent à leur rencontre. Les anciens hochaient la tête avec approbation, en regardant le butin, 3 énormes bisons, assez de viande pour nourrir la tribu tout l'hiver. Onovi mit pied à terre et se dirigea aussitôt vers Kéna. « Tout va bien, ma fille. La chasse s'est bien passée. »« Je vois, » dit-elle, en le serrant fort dans ses bras. « Tu n'es pas blessé ?»« Pas une égratignure. » Il lui tapota le dos. Notan a tenu parole. Il a veillé à ce que je n'aille pas là où je n'avais rien à faire. Il m'a sauvé quand un bison a foncé dans ma direction. Il m'a poussé au dernier moment. Kéna regarda Notan, qui se tenait un peu à l'écart, retirant calmement les sacoches de son cheval. Leurs regards se croisèrent, et il hocha à peine la tête. Onovi sourit. « Va le voir. Je vois combien tu t'es inquiété toute la journée. Il mérite ta gratitude. » Kéna ne se fit pas prier 2 fois. Elle traversa l'espace qui les séparait et s'arrêta devant Notan. « Merci, » dit-elle, « d'avoir veillé sur lui. »« Je l'avais promis, » dit Notan en posant les sacoches par terre. « Et je tiens mes promesses. »« Je sais. » Ils restèrent silencieux, se regardant, tandis qu'autour d'eux la vie bouillonnait. Les hommes traînaient les carcasses vers le centre du camp. Les femmes préparaient les couteaux pour le dépeçage. Les enfants couraient et riaient. « Viens, » dit soudain Notan. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il prit sa main, simplement, naturellement, comme s'il l'avait fait 1000 fois, et l'entraîna vers le bord du camp, loin du bruit et de l'agitation. Ils traversèrent un bosquet de peupliers, suivirent le sentier vers la rivière, puis bifurquèrent vers un endroit où les rochers formaient une petite plateforme isolée avec vue sur la vallée. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances incroyables, pourpre, or, rose. La vallée de Powder River s'étendait en contrebas, baignée d'une lumière douce. La rivière brillait comme un fil d'argent, et au loin se dessinaient les silhouettes des collines. « C'est beau », souffla Kéna. « Je viens souvent ici », dit Notan sans lâcher sa main.
quand j'ai besoin de réfléchir, ou simplement rester dans le silence. Il se tut un instant, puis reprit. Aujourd'hui, à la chasse, quand le bison a foncé vers ton père, j'ai compris quelque chose. Quand je l'ai repoussé, quand j'ai détourné le taureau, je ne pensais pas à moi. Je pensais seulement que s'il lui arrivait quelque chose, tu souffrirais. Et je ne peux pas le permettre. Kenna se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. Notant, laisse-moi finir. Il prit son autre main, tenant les deux fermement. J'ai été seul toute ma vie. C'était plus simple ainsi. Je n'avais pas besoin de m'adapter aux autres, d'expliquer mes actes, de me justifier, de ne pas être comme tout le monde. Mais ensuite tu es apparu. Et toi, tu n'as pas essayé de me changer. Tu n'as pas exigé que je sois comme Chatan ou les autres. Tu m'as simplement accepté, tel que je suis. Sa voix devint plus basse, plus douce. Et j'ai compris que la solitude n'est pas une force. C'est juste de la peur de laisser quelqu'un s'approcher et de le perdre. Mais je ne veux plus avoir peur. Je veux être avec toi, si tu le veux aussi. Kenna le regardait, et les larmes coulaient sur ses joues. Non de chagrin, mais du bonheur qui la submergeait. « Je le veux », murmura-t-elle. « Bien sûr que je le veux. » Notant l'attira contre lui, la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Elle enlaça son cou de ses bras et se pressa contre lui, sentant son cœur battre au rythme du sien. Ils restèrent ainsi, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que le ciel se remplisse d'étoiles. Le vent bruissait dans l'herbe. La rivière murmurait doucement en contrebas, et quelque part au loin résonnait le hurlement d'un coyote, long, solitaire. Mais eux n'étaient plus seuls. Quand la nuit tomba, ils retournèrent au campement, où un festin avait déjà commencé autour du grand feu. La viande grillait sur des broches, les gens chantaient, l'ancien Mapia racontait l'histoire de la chasse. Tous étaient heureux et rassasiés. Kenna et Notan s'assirent un peu à l'écart de la foule principale, mais pas complètement à part. Assez près pour sentir la chaleur du feu commun, assez loin pour préserver leur espace personnel. Aponi s'approcha d'eux avec un morceau de viande et un sourire malicieux. « Alors, le vent a enfin cessé de fuir les toits du matin ?» Notin la regarda sérieusement. « Je n'ai jamais fui. J'attendais simplement que l'étoile descende assez bas pour que je puisse l'atteindre. » Aponi éclata de rire et s'éloigna en secouant la tête, tandis que Kenna regardait Notan avec étonnement. « Tu viens de plaisanter ?» Peut-être, des étincelles dansaient dans ses yeux. « Tu as une influence sur moi. Tu me fais faire des choses étranges. » Lesquelles exactement ? Sourire, parler, aller cueillir des baies. Il passa son bras autour de ses épaules. Être heureux. Kenna se blottit contre lui, regardant le feu. Moi aussi je suis heureuse. Pour la première fois depuis longtemps. Vraiment heureuse. Ils restaient assis près du feu, entourés par la tribu, mais en même temps, comme dans leur propre monde. Un monde où les mots n'étaient pas aussi importants que les regards et les caresses, où le silence parlait plus fort que les cris, où deux solitudes s'étaient trouvées et s'étaient transformées en quelque chose d'entier. La vallée de Powder River respirait la fraîcheur nocturne, les étoiles parsemaient le ciel, et Kenna savait, ce n'était qu'un début. Le début de quelque chose de vrai, de profond, de ce qui durerait de longues années. Notan se pencha et murmura doucement à son oreille.
Tu as changé ma vie, étoile du matin. Et toi la mienne, vent, répondit-elle. Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé, deux cœurs battaient comme un seul.